Merci à tous les trois d'être là ce matin. Vous le voyez, hein, c'est une matinée assez dense. Pauline, tu es secrétaire générale de l'ADOPI. Benoît Thiolin est ancien président du Conseil national du numérique et une figure incontournable de l'Internet. Et Laetitia Avia, députée de Paris, particulièrement en pointe dans les débats qui s'ouvrent en ce moment même, notamment sur la haine en ligne. Laetitia, c'est à vous que j'aimerais poser la première question. On est dans des périodes de grande confusion où les sujets se mêlent et où on ne distingue plus finalement ce qui est de l'ordre de la volonté manifeste de désinformer ou de la haine, parce que les deux se conjuguent parfois. Est-ce qu'il faut faire le distinguo ou au contraire faire un paquet global? Et à la lumière de la crise sanitaire et de la campagne américaine, quels sont les enseignements que vous en tirez? Je crois que c'est très compliqué d'aborder de manière différenciée la question de la haine en ligne, hein, sur laquelle je travaille depuis un moment, et la question de la manipulation de l'information, des fausses informations. Je pense que ce sont des sujets qui sont certes distincts, mais qui se recoupent sur une question, c'est quel est aujourd'hui notre moyen de communication vis-à-vis de l'extérieur et quel est aussi le moyen par lequel on reçoit cette information. Et ça, ce sont les réseaux sociaux. On a, en 2020, les réseaux sociaux sont notre fenêtre vers l'extérieur et à la fois en ce qui nous permet de nous exprimer et donc d'exacerber un certain nombre d'expressions, dont les expressions haineuses, qui sont décuplées sur les réseaux sociaux. Mais c'est une fenêtre également d'information, puisqu'on reçoit notre information via Internet. C'est fini ce moment où on se retrouvait tous devant le JT de 20h pour avoir l'information sur ce qui s'est passé en France. D'un nouveau moyen, d'une nouvelle liberté démocratique qui a pris énormément de temps, sur laquelle on s'est brûlé les mains, qu'il a fallu apprendre, et je dirais qu'il a fallu apprendre de manière très diverse. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord que les gens apprennent à s'en servir, il a fallu que les pouvoirs publics réfléchissent à la manière de l'encadrer, il a fallu aussi professionnaliser, et en l'occurrence, ça a été le métier de journaliste, la presse, etc. Et si vous regardez bien, 1789-1881, il nous a fallu un siècle, en réalité, pour qu'on arrive à créer un environnement au sens large du terme, c'est-à-dire que aussi bien des professions, des organes institués, de la régulation, et je dirais un état d'esprit qui fait qu'on a trouvé très équilibré, au fond, cette stabilisation de cet écosystème au moment de la loi de 1881, à tel point d'ailleurs que, fondamentalement, on n'a pas énormément entamé depuis. Je pense que pour maintenant venir sur notre sujet, les pouvoirs publics aujourd'hui sont confrontés au fond à des problématiques qui sont assez voisines. C'est-à-dire qu'on doit jouer sur tous les leviers. La première chose d'abord, et j'en suis, tu le disais David, je l'ai expérimenté moi-même, je reconnais que pour avoir été un peu parmi quelques autres, notamment ici, un peu un pionnier d'Internet, quand on a vu l'émergence de ces grandes plateformes, de ces outils de débat public, qu'on a vu assez tôt d'ailleurs comme une promesse incroyable, on était loin d'imaginer à quel point ça pourrait se retourner au fond contre les objectifs très positifs et très louables que l'on pouvait imaginer. On les a d'abord vus, et à raison d'ailleurs, comme un outil d'empowerment, comme un nouveau moyen démocratique, eh bien, de donner plus de facultés d'expression, de débat à la population, aux citoyens en général. Donc ça a été une avancée, et ça l'est toujours, il ne faut pas le perdre de vue. Mais c'est vrai qu'on a vu le ressac, qu'on a vu la post-vérité, qu'on voit au fond une manière d'industrialiser la fake news, la haine, etc. Alors, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Je pense que d'abord, ce qui me semble extrêmement important, c'est de revoir la régulation. Ça a été un peu dit tout à l'heure, hein, mais je pense que nous avons aujourd'hui favorisé, au fond, nous avons créé un environnement juridique et fonctionnel
qui a permis à des plateformes de pouvoir, au fond, s'affranchir considérablement de toute forme de régulation, ou en tout cas de reléguer la régulation habituelle, au fond, à un niveau de retard et à une capacité d'intervention qui, au fond, est très faible. Et je pense que là-dessus, c'est pas tant de vouloir porter les anciennes régulations sur ces nouveaux médias, mais je pense qu'il y a carrément même des chantiers nouveaux intellectuels à ouvrir. Une de mes obsessions là-dessus, c'est évidemment la capacité, je dirais qu'il y en a deux, la capacité qu'on va avoir au fond à ouvrir la boîte noire des algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a un énorme sujet sur la manière dont les informations sont traitées, organisées, diffusées. Et c'est un sujet difficile, je ne prétends pas du tout qu'on va trouver tout de suite la manière de bien le réguler, mais c'est un sujet qu'il faut absolument. Il commence à y avoir beaucoup d'études, et pour moi, c'est un peu un des angles morts de la réflexion. Pourquoi ? Parce que ça a été dit tout à l'heure, là où la démocratie a besoin, au fond, d'une forme de communion du débat public. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les plateformes, au fond, non seulement morcelle et fragmente le débat public, hein, puisque alors, il y a eu tous les débats sur les bulles de filtre, sur la communautarisation en ligne, ça, mais même au-delà de ça, c'est tout simplement un angle mort. C'est-à-dire que je tape une requête dans un moteur, dans une timeline ou autre, je vais avoir un type de résultat qui ne sera pas celui de mon voisin. Et donc, on a énormément de mal même à imaginer ce qui se passe sur ces plateformes. Et or, on n'est plus au début d'Internet, on n'est plus au début de ces plateformes. Il y a encore quelques temps, pour ne prendre que l'exemple d'un Twitter, par exemple, on avait suffisamment peu d'abonnés ou d'abonnements et suffisamment peu d'informations qui passaient dans notre flux pour que l'on puisse, au fond, se passer d'un algorithme. Mais c'est fini tout ça. Aujourd'hui, on est obligé d'être intermédié par des algorithmes, tout simplement parce qu'il y a trop d'informations. Comment ces algorithmes fonctionnent-ils ? Pourquoi ils me poussent telle information plutôt que telle autre, en réalité ? Je ne le sais pas. Et personne ne le sait. Donc ça veut dire qu'au fond, il y a un vrai sujet de connaissance. Je pense qu'un des énormes chantiers technopolitiques qui va s'ouvrir dans les années qui viennent, ce sera celui de la meilleure connaissance et de la régulation des algorithmes. Mais pour ça, encore une fois, il faut que des ingénieurs, il faut que des linguistes, il faut que des juristes s'intéressent, mesurent, fassent de la rétro-ingénierie, regardent, comprennent et soient capables de faire des recommandations sur la manière dont les algorithmes vont réguler et encadrer tout ça. Aujourd'hui, ce qui va essentiellement être le moteur de cette régulation algorithmique que les plateformes organisent, en réalité, c'est leur intérêt. Et donc, du coup, ça pose aussi une autre question qui est celle de leur modèle d'affaires. On est quand même dans un modèle d'affaires, et ça a été notamment, il y a des études très intéressantes de Guillaume Chalot, par exemple, qui a bossé beaucoup là-dessus, sur la manière dont un YouTube, pour changer d'exemple et puis être simplement sur Twitter, va pousser une vidéo ou une information après que vous en ayez consulté une. Et c'est vrai que quand on regarde dans le détail la manière dont les algorithmes fonctionnent, c'est sidérant, et c'est sidérant du point de vue de ce dont on parle ce matin. C'est-à-dire que, faites-en tous l'expérience, vous allez voir très très vite qu'en vous intéressant à un sujet et en descendant dans les flux proposés par les algorithmes de YouTube, je vous me défie de ne pas tomber sur des vidéos complotistes à moins de 10 clics. Donc il y a un vrai... Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pas par complotisme, pas parce que YouTube a envie de favoriser ça, ils en sont même, à mon avis, profondément ennuyés de ces états de fait. Mais tout simplement parce qu'un mélange de nos biais cognitifs qu'on commence à bien comprendre et qui font que, oui, on est attiré par une mauvaise information, par celle qui nous semble nous révéler une vérité qu'on ne connaîtrait pas ou qu'on voudrait nous cacher, ce sont des biais cognitifs qui nous sont très connus et auxquels personne autour de cette table ronde n'échappe en réalité. Eh bien, évidemment, ce biais cognitif, l'algorithme d'une plateforme qui cherche à attirer notre attention et à nous maintenir et à nous inciter à consommer plus d'informations encore, eh bien, va tout simplement se rendre compte que c'est très efficace et donc va multiplier tout ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, je crois qu'on ne pourra pas très longtemps continuer cette espèce de laisser faire et donc ça pose à la fois la question de la connaissance du pouvoir de ces algorithmes, de leur encadrement. Ça, je pense que demain, il y aura des guidelines, il y aura des cadres sur la manière dont les algorithmes doivent fonctionner et probablement aussi une question sur les modèles d'affaires. Je pense que
les modèles d'affaires aujourd'hui fondés essentiellement sur la publicité et sur la captation de l'attention posent un problème fondamental. Je pense que la question finira par s'ouvrir de la manière dont on peut progressivement inciter à leur remplacement par des abonnements, par une forme de paiement différent, mais qui ne soit pas simplement reposé sur l'algorithme. Bon, ça, c'est un des gros sujets. Je voudrais juste, puis peut-être pas que je sois trop long, je voudrais terminer sur un autre point, et qui revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on commence à voir poindre dans les plateformes. Je crois qu'un des autres enjeux très énormes, c'est au fond la manière dont on invente de nouvelles règles, je pourrais même dire une espèce de grammaire du débat public. Moi, c'est un sujet auquel je suis très attaché depuis très longtemps. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais au moment où j'ai eu la chance de travailler sur les questions d'organisation de grands débats participatifs, au moment de la campagne de Ségolène Royal, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, je me souviens très bien qu'on avait un débat sur est-ce qu'il faut ou non obliger les gens à s'inscrire pour débattre. Bon. Et à l'époque, j'avais beaucoup plaidé, ce qui n'était pas quelque chose de très établi. Les gens disaient non, un forum, ça doit être ouvert, on doit pouvoir se connecter. Moi, j'avais dit, bah, écoutez, je suis désolé, qu'il y en ait qui soient comme ça, c'est très bien. Mais nous, on veut organiser un débat, et je pense que quand on veut organiser un débat et qu'il se tienne de manière qualitative, il faut qu'il y ait des règles. Quand on organise un débat là en ligne, ou quand on organiserait un débat dans une salle, ou quand on organise à l'Assemblée nationale, il a fallu des dizaines d'années d'expérience pour codifier la prise de parole. Dans une assemblée comme l'Assemblée, il y a 500 députés, si vous laissez le micro ouvert à tout le monde en permanence, vous serez incapable de structurer et d'organiser un débat. Ça veut dire qu'il y a des règles, et ces règles, elles ont été progressivement apprises. Il a fallu un siècle ou deux de parlementarisme anglais et français pour arriver à cette codification. Et je vous dirais, au fond, nos activités sociales elles-mêmes, elles sont le résultat de codes sociaux non dits que l'expérience nous a conduit à établir. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui sur les médias sociaux et sur les plateformes de débat commence et devra suivre énormément ce genre de choses. Lorsque on regarde aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, sur un Twitter depuis quelques semaines, d'ailleurs me semble-t-il, ils ont essayé de ralentir la diffusion d'informations. Avant, vous pouviez juste RT en appuyant sur un bouton et hop, vous faisiez de la machine à clic automatique vous-même. Hop, vous voyez David Lacomblette qui publie une information sur Twitter. Vous dites, je le connais, le sujet a l'air intéressant. Allez, machinalement, je lui donne un petit clic et je le soutiens et je diffuse son information. Bon. C'est pas méchant, mais au fond, ce petit réflexe, ces petits biais que nous avons pris, ils sont en réalité, à l'échelle industrielle d'une grande plateforme, ils posent un énorme problème. Le fait que un Twitter aujourd'hui nous dise ah, attendez, vous avez poussé l'information d'un David sur Twitter, peut-être auriez-vous pu la lire avant. Bon. Moi, il m'arrive très régulièrement aujourd'hui d'avoir lu un article, de le voir passer sur Twitter, de le liker, et de voir Twitter qui me dit attention, vous semblez RT un article que vous n'avez pas lu. Eh bien, je pense que cette volonté de mettre des règles, de vouloir ralentir la diffusion d'informations, je pense que cette grammaire-là, que certaines plateformes, et je salue d'ailleurs Twitter là-dessus, qui prend, je pense, des initiatives qui sont intéressantes, je pense que ces plateformes et ces grammaires-là, elles doivent être inventées et que ce sera sûrement un des moyens de pouvoir mieux organiser le débat public. Encore une fois, le débat public, où qu'il soit, c'est jamais le laisser faire. Hein. Dans une salle, il y a un micro, des intervenants, vous distribuez la parole et vous avez un David Lacomblette qui finit par vous dire vous parlez trop de temps, et donc Benoît, il faut que tu cèdes la parole, ce que je fais. Oui, merci Benoît, d'autant plus que Laetitia va devoir nous quitter à 10h30 pétante, et qu'on accueillera d'ailleurs les dirigeants de Twitter et de Google YouTube juste ensuite pour répondre à ces questions. Je voulais donner juste la parole à Pauline Blassel, à qui j'ai proposé de venir ce matin. C'est la secrétaire générale de l'ADOPI. Autant dire que les fake news ne sont pas dans le cœur de ces missions, mais il me semblait intéressant de demander à une autorité indépendante, mais qui n'est pas vraiment indépendante dans l'esprit de beaucoup de personnes, puisqu'ils y voient la main de l'autorité publique, de nous dire comment on régule dans quelque chose qui, par nature, est difficile. Et souvenez-vous des débuts de l'ADOPI. Pauline, es-tu là? Oui, je suis là, David. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Effectivement, le sujet fake news relève du CSA et pas de nous. Donc, même si j'espère de tout cœur qu'on aura un avenir commun, c'est un sujet qu'on maîtrise pas encore parfaitement. En revanche, je suis d'accord avec toi que c'est intéressant de se poser la question de savoir ce que notre lutte acharnée contre
contre les pratiques illicites dans le domaine du droit d'auteur peuvent nous apprendre en matière de régulation numérique en général, parce qu'il me semble effectivement qu'il y a un intérêt à ce qu'on essaie de construire une politique de régulation commune. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins, je dirais, un socle de 3 points communs entre les contenus qui portent atteinte aux droits d'auteur, les fake news, les contenus haineux, etc., qui appellent des réponses communes. Dans les points communs, on a le fait que ce sont des contenus qui sont diffusés de façon massive, virale, extrêmement rapide, que ce sont des contenus, je dirais, dont la diffusion s'appuie sur 2 types d'acteurs qui sont les mêmes dans leur logique, c'est-à-dire des services qui sont parfaitement malfaisants, qui organisent à dessein la diffusion de contenus nuisibles, mais aussi des services qui sont ceux dont on parle depuis ce matin, qui ne sont pas par essence malfaisants, mais qui globalement ont une responsabilité limitée par rapport au contenu qu'ils diffusent et qui donc bouleversent notre logique habituelle de régulation qui s'appuie sur la responsabilité des éditeurs. Et le troisième, je dirais, point commun important, c'est que la régulation de ces contenus pose systématiquement 2 questions fondamentales auxquelles il est difficile pour les pouvoirs publics de répondre. La première étant, où est-ce qu'on met le curseur entre les droits et les libertés qui sont en cause, c'est-à-dire entre, d'une part, la liberté de communication, d'expression, de la presse, d'entreprendre, etc., et d'autre part, le maintien de l'ordre public. C'est une question qu'on est en fait obligé de trancher, même si elle est difficile, parce que les choses seront plus jamais binaires. On est obligé de trouver un équilibre qui implique des renoncements. Et une fois qu'on s'est posé cette question, évidemment, pour y répondre, on doit se dire où est-ce qu'on met notre souveraineté, c'est ce que Christophe Deloire disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce curseur, qui décide où est-ce qu'on le met? Est-ce que c'est l'État, le législateur, l'autorité publique ou les plateformes elles-mêmes? Et c'est vrai qu'on est malheureusement en ce moment, dans certains cas, plutôt dans la dernière option. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour réguler la diffusion de ces contenus illicites? Comme le disait Benoît à l'instant, je pense effectivement qu'il est nécessaire de refondre notre politique de régulation et qu'il faut le faire de façon transversale et adresser la diffusion de tous ces contenus illicites. Donc, j'ai compris qu'on était serré en temps, donc je ne vais pas forcément aller très très loin dans le détail de la façon dont cette régulation me paraît devoir se construire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ensemble d'outils qui doivent être mis à la disposition du régulateur, qui ne sont pas forcément suffisants, mais qui sont nécessaires. Donc, je vais les citer rapidement. En tout cas, j'en identifie 5 desquels on ne peut plus se passer. L'observation, j'ai rien pas, c'est ce que disait Benoît. Il y a il est nécessaire que les pouvoirs publics montent en compétences sur des terrains techniques et technologiques. On va croire que je prêche pour ma paroisse, mais je pense vraiment qu'il faut que les ingénieurs prennent toute leur place dans la construction de notre nouvelle politique de régulation numérique. 2, il faut l'éducation est hyper important. Là, tout récemment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais toute la diffusion de ces contenus, elle s'opère en interaction avec les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ils sont un outil de régulation et il faut qu'on leur donne les moyens d'y participer, ce qui doit intervenir très tôt. On essaie de faire beaucoup de choses dans ce domaine-là à l'école, puisque les internautes sont de plus en plus jeunes. Il faut qu'on leur donne les moyens d'interagir avec ces contenus-là. On a en 3 le fait qu'il ne faut pas qu'on ait peur des outils de reconnaissance automatique qui sont déployés par les plateformes. Vous ne parlez pas trop fort. Pardon, je hurle. Non, je crois que c'est les enfants de Benoît qui sont rappelés à l'ordre. D'accord. Je croyais avoir désactivé mon micro, désolé. Je disais, oui, il ne faut pas avoir peur des outils de reconnaissance automatique qui sont déployés très largement par les plateformes au service de leur politique éditoriale, commerciale, etc. Il ne faudrait pas que nous, pouvoirs publics, on ait peur de s'en servir. Donc certes, il faut qu'on les encadre, mais je pense qu'il faut qu'on ose les utiliser de façon décomplexée. Il faut qu'on ose aussi donner une vraie souplesse d'action aux régulateurs. Je sais bien que ça fait peur dès qu'il y a une intervention publique, mais concrètement, le temps de la diffusion de ces contenus illicites, c'est pas le temps de la justice, c'est pas le temps de la loi.
Et donc, si on veut avoir une politique de régulation qui soit aussi dynamique et résiliente que les usages qu'on cherche à combattre, il faut s'en donner les moyens. Et puis, dernière chose, il faut évidemment pas lâcher sur la souveraineté. À cet égard, je dirais que je suis presque moins obsédée de comprendre comment les algorithmes de forme fonctionnent que par le fait de se donner la liberté de leur demander de les mettre au service des règles que nous fixons. J'imagine que vous avez tous fait l'exercice, mais quand on regarde les conditions générales des réseaux sociaux, les règles qui s'appliquent, ils les portent eux-mêmes. Ils indiquent « nous définissons une atteinte à tel droit comme telle chose, nous considérons que… ». Et là, il y a un vrai malaise parce que c'est évidemment au pouvoir public de définir cette norme-là. Pourquoi on a du mal à le faire? Parce que c'est évidemment pas facile, ce sont des sujets sensibles, mais aussi parce que ça coûte de l'argent, je pense qu'il faut se le dire, et que c'est de l'argent public. En l'occurrence, service de la souveraineté, je trouverais bien investi. Merci Pauline. Laetitia Avia, est-ce qu'on ne pêche pas un peu par manque d'engagement, de mobilisation de moyens? Et quand je dis on, c'est des démocraties comme la France, parce que finalement, on ne sait pas très bien qui est en charge la lutte contre les manipulations d'informations, les ingérences étrangères et la lutte contre la haine. Est-ce qu'il ne faut pas mobiliser massivement des moyens, réunir toutes les compétences dans un même endroit, qui serait une agence indépendante, au risque d'en construire une nouvelle administration? Ça, c'est aux États-Unis, et les moyens alloués n'ont servi qu'à financer l'administration et pas vraiment à lutter contre les fake news. Est-ce que c'est malgré tout une voie sur laquelle il faudrait s'engager, en tout cas une voie de réflexion pour commencer? L'État ne doit pas venir définir ce qu'est une information qui doit être publiée ou non. L'État, il est dans son rôle, qui est un rôle régalien, et de s'assurer donc que l'ordre public s'applique partout, c'est-à-dire dans l'espace physique comme dans l'espace virtuel. Et je pense qu'il de rester dans ce cadre-là, et donc c'est pourquoi il faut s'assurer que l'ensemble des plateformes mettent en œuvre nos lois et donc que les contenus illicites soient traités comme tels, c'est-à-dire donc qu'ils soient modérés, qu'ils fassent l'objet de notifications auprès des pouvoirs publics et de la justice, qu'il y ait coopération pour l'identification des auteurs. En revanche, pour le dire de manière simple, on a tous le droit de dire des conneries, on peut le dire dans l'espace réel, ce n'est pas un délit, et ce qui est important, c'est de s'assurer en revanche que l'activité des plateformes ne vienne pas mettre en avant ces contenus qui peuvent avoir, comme je le disais en propos introductif, après un effet dévastateur auprès des personnes qui ont accès à ces informations et qui ne vont pas forcément distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, et donc entrer dans cet engrenage ensuite qui mène à cet enfermement des consciences. Moi, je crois en plusieurs outils pour cela. La supervision par le régulateur. C'est ce que j'avais porté dans ma première proposition de loi, c'est ce que je vais porter dans le texte qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres renforçant les principes républicains, c'est ce qui est porté avec Thierry Breton à l'échelle européenne, et donc avec des moyens et des obligations de supervision qui sont assez importantes, et notamment justement cette question de la boîte noire, les algorithmes, il faut qu'on puisse avoir accès aux règles qui régissent ces algorithmes, mais il faut qu'on puisse également les auditer, faire ces stress tests pour voir comment ils fonctionnent et pour demander les évolutions nécessaires si ils intègrent un certain nombre de biais et qui ont des effets nocifs. Mais il y a également la nécessité de construire un certain nombre d'outils. Nous avons créé l'Observatoire de la haine en ligne. Alors, il en est encore à ses débuts. La crise sanitaire n'aide pas forcément à l'organisation des débats, mais j'en parlais encore avec Roselyne Bachot cette semaine, pour y consacrer plus de moyens, pour pouvoir mener des études notamment. Et ce qui va nous mieux appréhender ces phénomènes et de pouvoir y apporter des réponses aussi au plus près du terrain. Puis il y a une question qui est une question qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est la question de l'éducation. On va apporter notamment des mesures pour davantage sensibiliser dès le plus jeune âge à l'économie de l'attention.
comprendre qu'une information nous arrive via un écran, et bien le fait est qu'on la questionne 2 fois moins que lorsque c'est une information qu'on nous donne de vive voix. Et donc, tout ce que cela apporte et entraîne ensuite dans la compréhension de notre société. Donc, ce développement de l'esprit critique qui est nécessaire dès le plus jeune âge, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on avance avec l'éducation nationale. Et je pense que sur l'ensemble de ces aspects, donc régulation des réseaux, compréhension des phénomènes, audit, supervision, et puis éducation pour plus de prévention, on arrivera, en tout cas je l'espère, à avancer un petit peu plus et à changer la donne en la matière. Et à faire d'Internet ce que c'est censé être, sa promesse, un lieu d'ouverture, de communication, de partage et non pas d'enfermement. Merci beaucoup, Laetitia. Je sais que vous devez y aller et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Désolée, j'ai un petit peu de retard. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre invitation et bonne continuation dans vos échanges. Merci.